Vous allez bien? Est-ce qu'il vous reste du temps de cerveau disponible? Moi, j'ai l'impression que non, il y en a deux, trois, ils ont les oreilles bien rouges. Certains qui avaient une lumière au-dessus de la tête qui était très vive quand je suis arrivé, elle était éteinte. Et d'autres ont les dents du fond qui baignent. Mais je vais faire en sorte de stimuler votre esprit. Donc, je dis deux mots sur qui je suis. Olivier Bas, BAS, le contraire de haut. Non, c'est pour la mémotechnique, donc les gens se rappellent de mon nom. Alors des fois d'ailleurs, ils se rappellent le contraire de bonjour monsieur le contraire de haut, non moi c'est bas. Donc je suis ancien vice-président d'Avas, alors pas les agences de voyage, hein, mais le grand groupe de publicité. Et dans ce grand groupe de publicité, au-delà d'être VP, je m'occupais d'une activité qui s'appelle People and Transformation. Et donc, mon job, c'était d'accompagner des boîtes, grosses, petites, moyennes, dans leur transformation de toute nature, des transfos d'organisation, des réorientations stratégiques et bien évidemment l'injonction des nouvelles technologies. Voilà. Il y a 4 ans, j'ai fait un infarctus. J'ai failli mourir. 3 opérations du cœur. Et ça vous réaligne tête, cœur, corps. Vraiment. Donc, j'ai quitté mes fonctions de VP, enfin mon côté exécutif. Je suis allé voir mon président, je dis on va arrêter là parce que j'ai pas envie de mourir au travail. Et je suis devenu senior advisor. Alors, senior advisor, il ne faut pas se laisser impressionner, hein, ça veut dire vieux consultant. Hein. Voilà, donc ça veut dire que je continue à faire des missions pour Havas et à côté de ça, j'ai monté ma petite entreprise. Par ailleurs, je suis enseignant à la Sorbonne Nouvelle. Alors c'est moins prestigieux que la Sorbonne, hein, puisque ce n'est que Paris 3 et pas Paris 1, mais bon, voilà. Et à la Sorbonne Nouvelle, j'enseigne à des Master 2 le sujet de le fonctionnement du cerveau et le changement. Voilà, je suis donc conférencier, speaker TEDx, et comme je ne dors pas la nuit, j'écris des bouquins. Je viens de sortir mon quatrième livre qui s'appelle La Has-Been Company. Il est temps d'inventer une entreprise en phase avec son époque. Voilà. Alors, je voudrais commencer par... Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Un marteau. Donc tout le monde voit la même chose, nous voyons tous un marteau. Et il y a vraiment 2 façons d'utiliser ce marteau. Vous pouvez décider d'utiliser ce marteau un dimanche matin pour bricoler chez vous et faire des travaux d'embellissement. Mais vous pouvez aussi décider d'utiliser ce marteau pour ouvrir la tête de votre voisin et en faire une arme létale s'il fait trop de bruit. Est-ce que le marteau est responsable de quoi que ce soit? Non. C'est bien la main de l'humain qui tient le marteau qui fait l'usage du marteau. C'est à peu près le même sujet sur l'IA. Hein. Le seul sujet de l'IA, ce n'est pas l'IA, c'est l'être humain. L'IA ne doit pas nous faire peur. Si quelque chose doit nous faire peur, c'est l'être humain. Puisque c'est lui qui utilise l'IA et il l'utilisera à de bonnes ou mauvaises fins, avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Moi, perso, j'ai une très grande confiance en l'être humain. Donc je crois profondément à l'IA comme un progrès. Et ce n'est pas neutre parce que innovation et progrès, ce sont 2 choses complètement différentes. L'innovation, c'est une prouesse technologique. Toute innovation n'est pas progrès, puisque le progrès, c'est l'innovation qui apporte du mieux à l'humanité. Alors bien sûr, hein, moi j'ai bien écouté ce qu'ont dit mes 2 compères qui sont passés juste avant moi sur à la fois toutes les perspectives qu'ouvrait l'IA et en même temps tous les risques potentiels, les vigilances qu'il fallait avoir, l'éthique dont il fallait faire preuve. Mais je ne vais pas vous mentir, hein, à la fin des 2 interventions, j'étais un peu comme un couillon. Je ne savais pas si je devais ou pas utiliser l'IA. Vous voyez? Parce que je me dis, waouh! Oh, vous voyez? Et donc c'est un coup à devenir un peu schizo. Donc moi j'ai choisi mon camp et je fais waouh! Parce que j'ai confiance en l'être humain. Alors, je me suis amusé à faire une liste de finalement, est-ce que l'IA c'est une prouesse technologique ou un progrès pour l'humanité? J'en ai 5 en moins, 8 en plus, mais j'aurais pu continuer. Je pense qu'à la fin du match, il y aurait eu plus que de moins, je crois.
faciliter notre vie au quotidien. On utilise tous l'IA. Hein. J'imagine que vous utilisez un peu de Copilot quand vous faites vos Teams, tous un peu de chat GPT, que quand vous parlez à Alexia, ben, vous utilisez de l'IA. Quand vous utilisez Waze, donc on utilise tout dans notre vie au quotidien. Ça favorise grandement l'apprentissage et la formation, hein, puisqu'on a aujourd'hui des dispositifs qui, à base d'IA, nous permettent d'apprendre beaucoup mieux. Ça augmente la productivité, l'efficacité au travail. Ça sécurise nos systèmes informatiques. C'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, ça les met en danger et en même temps, ça les sécurise. Ça améliore la sécurité, la fluidité des transports. Ça améliore notre santé à la fois par le diagnostic et par les traitements qui sont proposés. Je ne sais pas si vous avez vu ces comparatifs qui ont été faits sur des diagnostics faits par des IA et par des médecins. Et les diagnostics étaient plus puissants, plus forts que ceux, enfin plus justes, pardon, que ceux faits par les médecins. En revanche, quand on demande à un philosophe aguerri de traiter le bac de philo et on le demande à l'IA, l'IA a une piètre note, elle a tout juste la moyenne, quand le philosophe a 18. Donc voilà, ça améliore notre santé, ça fait progresser la lutte contre la criminalité, ça améliore notre alimentation, etc., etc. Si on regarde du côté des moins, ça met à mal notre vie privée. Potentiellement, on l'a vu avec l'usage des données, ça aggrave les inégalités, ça supprime de nombreux emplois. Il paraît que 40% des emplois vont être supprimés dans le monde. Mais non, ils ne vont pas être supprimés. Ils vont être transformés. Ce n'est pas tout à fait le même sujet. Certes, il y a un vrai risque de désinformation. Moi, j'ai beaucoup aimé ton test sur les 4 influenceuses. Et je me suis dit, mais moi, j'en ai rien à foutre parce que je ne regarde pas les influenceuses. Donc, elles peuvent tous être en IA, ça ne me concerne pas. Mais c'était assez bluffant. Hein. Voilà, donc il y a un vrai risque de manipulation de l'opinion. Et puis, la grande peur ultime, hein, c'est le grand remplacement de l'homme par la machine et une IA autonome qui échapperait au contrôle de l'être humain. J'y crois moyen. Qu'on ait des hommes augmentés avec des puces un peu partout, certainement, d'ici 30 ou 40 ans, c'est sûr que ça va arriver. Voilà. Mais moi, quand je fais le bilan des deux, je pense que l'IA, elle est plus utile, plus révolutionnaire, dans le bon sens du terme, que de ne pas l'utiliser. Alors, la question, c'est est-ce que la transformation qui est générée par l'IA, c'est la fin de notre ennui ? Parce qu'être dans une espèce de routine, on fait toujours la même chose, on s'emmerde au bout d'un moment. Hein. Enfin, moi, personnellement, je m'emmerde. Ou est-ce que c'est le début de nos ennuis ? J'ai pris quelques exemples. On n'est pas très fort en France par rapport à l'IA, on ne va pas se mentir. Hein. Il y a une étude qui a été faite par le Boston Consulting Group qui est sortie cette année, je crois, et qui a comparé 22 pays. Nous sommes, nous les Français, ceux qui avons le plus peur de l'IA. Bon, en même temps, avec ce qu'on a entendu ce matin, ça fout un peu la frousse, hein, on ne va pas se mentir. Donc, nous sommes ceux qui avons le plus peur de l'IA. On est quand même pas très nombreux à utiliser l'IA. Hein. Les chiffres, vous vous rendez compte. 65% des Français donc, ont bien évidemment entendu parler d'intelligence artificielle générative. 22% voient très bien de quoi il s'agit. 19% l'utilisent. 19% l'utilisent. Donc si je pose la question et que 50% d'entre vous répondent, il y en a au moins 30% qui mentent, selon cette étude. Parce que quand même, on a l'air d'un couillon quand on lui dit vous utilisez l'IA, on lève le doigt. Parce qu'on a bien tapoté une fois pour voir comment c'était ce truc ChatGPT. Donc on a un rapport à la techno, on voit bien qui est un peu distant. Et puis il y a une autre étude là, qui est sortie, qui est intéressante, qui est plutôt le fait de se dire je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, un Français sur deux, hein, et je n'ai pas envie de parler à une IA. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup, je n'ai pas envie de parler à une IA. On a vu pourtant les chatbox, les voicebox, hein, puisque c'est le stade juste après le chatbox, le voicebox, hein, c'est la boîte qui vous parle, pas simplement qui vous écrit, c'est magnifique, hein, ça répond à plein de questions. Moi, je suis en train en ce moment d'essayer de reconstituer mon parcours, j'ai 60 balais, hein, de reconstituer mon parcours de carrière, et chaque fois que je vais sur le site de l'assurance retraite,
J'ai d'abord, je ne sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille qui me dit bonjour, je m'appelle machin, posez votre question. Le problème, c'est que la question que je pose, elle n'est pas dans la référence des. Voilà. C'est, mais très, très, très utile quand on a des questions de premier niveau. Voilà. Donc, quand même, on ne va pas se mentir, nous, Français, on n'est pas très au fait de l'usage de ces technologies et elles nous foutent un peu la pétoche. J'en ai pris un autre. Là, c'est l'IA dans la fonction publique. Risque d'erreur, perte de contact humain dans les services publics. 55% ont peur de la perte du contact humain dans les services publics. Je vais revenir sur ce point-là parce que ça me paraît assez essentiel. Voilà, atteinte à la vie privée, perte d'emploi, etc. Le vrai sujet, me semble-t-il, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a tant de réticence, notamment au travail, à l'usage de l'IA. Et ça, c'est j'ai une boîte pour laquelle je bosse et on a fait une petite enquête pour essayer de comprendre quelles pouvaient être les résistances et les réticences. Et donc, on a posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait que vous craignez l'IA? Perte de mon emploi, ne pas savoir m'en servir, être dépassé par la machine, perdre ma compétence, mon savoir-faire, devoir changer de métier, devoir faire des choses que je n'ai pas envie de faire, autres. À votre avis, parmi ces questions, quels sont les 2 items qui ont obtenu le plus de réponses? Non, c'est pas perdre mon emploi. C'est ne pas savoir m'en servir et être dépassé par la machine. Ne pas savoir m'en servir et être dépassé par la machine, qui viennent en premier. J'ai mis à droite un petit rectangle vert dans lequel il y a 2 choses. Moins de production, plus d'interaction, moins de répétition, plus de réflexion. Moi, il me semble, c'est une réflexion que je vous livre, elle n'est pas étayée sur une étude scientifique, c'est ce que je vois dans les entreprises. Je pense qu'on a 2 freins assez majeurs dans l'usage de l'IA. Le premier, c'est moins de production et plus d'interaction. Je vous raconte une histoire. Je travaille dans une grande compagnie d'assurance en ce moment où on est en train, pour des métiers qui sont les métiers du front office, donc ceux qui sont là pour gérer les dossiers clients, on a mis en place, on est en train de mettre en place de l'IA. Et on a pensé que c'était intelligent de leur vendre cette intégration de technologie en disant « Mais attendez, c'est fantastique. Vous allez faire beaucoup moins de tâches rébarbatives, beaucoup moins de production. Et le temps que vous allez dégager, c'est merveilleux parce que vous allez voir plus d'interactions avec vos clients. » Mais ils n'ont pas envie d'avoir des interactions avec leurs clients. Mais pas du tout. Mais moi, je suis bien planqué derrière mon ordinateur. Moi, je suis tranquille à traiter du dossier. Pourquoi voulez-vous que j'affronte la Vox Populi? Des gens qui, généralement, ne sont pas contents et viennent nous poser des problèmes pour lesquels, souvent, je n'ai pas la réponse en plus. Donc, cette espèce de mythe qui consiste à dire c'est fantastique, les gens vont dégager du temps, ils vont pouvoir l'utiliser à faire de l'interaction. Ben, la plupart des gens, ils n'ont pas envie de faire d'interaction. Si, dans leur cadre familial, social, amical, mais avec le client, et particulièrement dans la fonction publique. Particulièrement. Pourquoi? Pas parce que les gens qui travaillent dans la fonction publique n'aiment pas les gens, pas du tout. Mais parce que généralement, toute personne qui s'adresse à un représentant d'une administration, il est graineux. Voilà. Je m'adresse aux impôts, je suis graineux. Je m'adresse à l'URSSAF, je suis graineux. Je suis graineux. Donc, j'ai à gérer cette espèce de colère de l'usager qui fait que je n'ai pas envie. Et puis, moins de répétition, plus de réflexion. J'étais invité il y a doit être 3-4 ans, c'était la sortie de mon 2e bouquin qui s'appelait Light on Job, comment vivre avec bonheur la transformation digitale. J'y croyais vraiment à l'époque. Et j'étais invité sur RMC avec Bourdieu, à l'époque où il était encore chez RMC, puis il s'est fait virer. Et c'était une émission très rigolote parce que c'était une émission où on prenait les gens en direct, vous savez, les appels. C'était une émission sur la techno.
On était plusieurs, c'était un plateau, il y avait des gens qui appelaient. Et à un moment donné, le téléphone sonne, on y décroche. Voilà, madame, bonjour, expliquez-nous votre cas. Et la petite dame travaillait dans un cabinet d'expertise comptable. Et elle explique la chose suivante. Elle dit, parce que vous comprenez, là, on a mis en place de nouveaux outils qui vont nous permettre effectivement de traiter, on va faire beaucoup moins de saisies, et puis ça va permettre de traiter toutes les demandes d'informations simples. Et nous, on va maintenant s'occuper de toutes les demandes un peu plus complexes. Et moi, vous savez quoi? Mais moi, je n'ai pas été recruté pour ça. Et puis moi, je ne suis pas sûr de savoir faire. Et puis moi, je ne suis pas juriste. Et puis moi, oui, la crainte de dire, mais est-ce que j'ai la capacité à réfléchir? Donc, moins de répétition, plus de réflexion. Mais attendez, m'emmerdez pas avec la réflexion. Pourquoi voulez-vous que je remette mon cerveau en marche? Parce que remettre son cerveau en marche, c'est risquer de se tromper. Ça nous met en responsabilité. Attendez, moi, j'en veux pas de vos responsabilités. Moi, je préfère la répétition d'un truc que je maîtrise. En termes de charge mentale, c'est quand même plus confort pour moi que de me mettre dans une situation où je suis face à des gens sur des problèmes complexes. Et donc, ne nous trompons pas sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a des freins. Ils sont plutôt de cet ordre-là que la grande peur de la machine. C'est l'homme. Sauf que personne ne va venir vous dire bonjour, alors voilà, moi j'ai peur de l'IA. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Moi, réfléchir, ça me fout la trouille. J'ai arrêté de réfléchir il y a 20 ans. Moi l'IA, ah non, moi j'en veux pas l'IA. Parce que parler aux gens qui sont graineux, putain, non, sans déconner. Non, ils ne vous disent pas ça. Ils vous disent oh, je vais perdre mon emploi. Oh, mais le grand remplacement. Non, non, non. Non, les raisons qui freinent à l'usage de l'IA sont beaucoup plus simples et beaucoup plus dans des sujets de relations ou de capacités que j'ai finalement à me faire confiance, Donc, je vais vous parler d'une autre technologie qui est beaucoup plus puissante que l'IA, je vous le dis, puisque l'IA ne fait qu'essayer de modéliser cette machine absolument extraordinaire, vous en connaissez quelque chose. Et cette machine-là, elle explique pas mal de ces résistances. Alors, la première chose, c'est que il faut avoir en tête ces chiffres. C'est que à peu près 50% des transformations n'obtiennent pas le résultat escompté, c'est-à-dire que n'aboutissent pas ou ne réussissent que très partiellement. La moitié, c'est juste énorme. Et les causes d'échec ou de succès sont largement, majoritairement, des causes humaines plus que techniques ou financières. On peut mettre du pognon en veux-tu en voilà pour conduire un projet de transfo. On peut utiliser les meilleures technologies, mais c'est l'humain qui décide si oui ou non ça va fonctionner. Et d'autres choses, il faut bien comprendre que dans le changement, il y a des stades. Il y a l'ajustement. À un moment donné, on fait un truc, on a l'habitude de faire le truc, et puis il faut qu'on améliore. Ah, ça, c'est pas très contraignant. Et puis, à un moment donné, il faut s'adapter. Donc là, on doit faire un progrès substantiel par rapport à ce que j'ai l'aptitude de faire. Et puis, comme c'est le cas avec l'IA, il y a une vraie transformation, c'est-à-dire qu'il va falloir inventer une autre façon de travailler. Pourquoi notre cerveau a un rôle très important? Dans ces périodes de changement et d'incertitude, notre limbique, il fait une OPA, et une OPA un peu inamicale sur notre néocortex. Alors, le néocortex, c'est la partie, c'est ce qu'on appelle aussi le cerveau de l'homme moderne, c'est la partie dernière, qui a été constituée le plus tardivement, et c'est là où sont loguées une grande partie de nos fonctions cognitives supérieures, capacité à analyser, à réfléchir, à résoudre des problèmes complexes. Le limbique, c'est notamment là, mais pas que, où sont logées nos émotions. Et donc, nos états émotionnels prennent le pas sur notre capacité à réfléchir. Dit en langage plus simple, on devient beaucoup plus couillon dans ces périodes-là, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir est largement altérée, notamment du fait de la production de cortisol, qui est une substance qui, entre autres, altère nos facultés cognitives. C'est aussi la substance du stress. Je vais faire un détour par un auteur que moi j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Daniel Kahneman.
Daniel Kahneman, c'est un économiste comportementaliste. C'est l'inventeur du nudge. Vous connaissez le nudge? C'est magnifique le nudge, hein. Il suffit de mettre une petite mouche dans les water pour que les hommes fassent pipi droit. Moi, j'adore le nudge. Expérience à la SNCF, vous savez, il y avait les là, pour que ça soit... Hop, on ne peut pas s'empêcher, on vise, c'est comme ça. C'est l'inventeur du nudge, c'est-à-dire ce sont des méthodes d'influence douce, hein. Et donc Daniel Kahneman a écrit un fantastique bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2. Et dans ce livre, il nous explique, alors il y a bien sûr, hein, les 3 niveaux de cerveau qui sont beaucoup remis en cause aujourd'hui, hein, le reptilien, le limbique, le néocortex. Lui, il n'est pas du tout dans cette approche. Il nous dit, écoutez, c'est comme cerveau droit, cerveau gauche, hein. C'est une vaste fumisterie. Il n'y aurait pas un cerveau droit, zone de la créativité, et un cerveau gauche, zone de l'intelligence rationnelle. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, on a 2 systèmes de pensée. On a le système 1. Le système 1, il est rapide, il demande peu d'efforts, il est basé sur nos intuitions, nos émotions, nos souvenirs et tous les automatismes qu'on a engrangés. Je suis à 150 km/h sur l'autoroute, ce qui est strictement interdit. Je passe les vitesses, je regarde dans le rétroviseur, je suis en système 1. Je ne réfléchis pas à ce que je fais. D'accord ? À tel point d'ailleurs qu'en même temps que je fais cet excès de vitesse, je peux discuter avec la personne qui est assise à côté de moi. Système 1. Nous sommes en système 1 dans 70% des situations de vie, y compris professionnelles. Et j'ai presque envie de dire, surtout professionnelles. Système 2, une autre partie, un autre système de pensée, c'est une pensée qui est plus lente, qui demande beaucoup plus d'efforts et qui est basée sur la capacité d'analyse rationnelle. Normalement, au moment où je vous parle, vous devriez être en système 2. J'en ai vu 2-3, ils sont en système 0. Et donc, 30% en système 2. Sauf que, dans 70%, vous avez compris, on est système 1. À partir du moment où il y a du changement, il y a de la transformation, ça perturbe nos états émotionnels, et donc ça va largement ajuster notre système 1. Et on monte à 80 ou 90% en système 1. Et le système 1, il a quelques caractéristiques. Il est très intéressant parce qu'il repose le cerveau, il nous permet d'aller vite, etc. Mais il a quelques défauts, notamment, il est producteur de nos 180 biais cognitifs. Alors, je vais vous présenter ces 180 biais cognitifs. Le premier, alors c'est quoi un biais cognitif? J'ai essayé d'une définition un peu simpliste, hein, et je m'en excuse. Hein. C'est une erreur mentale donc, qui est causée par des stratégies de traitement qui sont simplifiées ou erronées des informations. Excusez-moi, là j'arrive au moment un peu complexe. J'aurais dû vous le dire au début. Là, cette partie-là, c'est mon cours à la Sorbonne Noël, c'est chiant à mourir. Mais ça dure que 10 minutes. Alors, vous pouvez dormir, c'est maintenant. En même temps, si vous n'écoutez pas, vous n'allez rien comprendre à ce qui va se dire après. Hein, Et donc, je travaille, moi, sur ce que j'appelle la spirale des 3 I, qu'on retrouve, qui est à l'œuvre dans toute forme de transformation, et particulièrement quand on fait de l'injonction de technologies comme l'IA dans les organisations. L'incertitude génère des inquiétudes qui vont créer de l'immobilisme ou de l'inertie, selon un processus qui va activer 5 biais cognitifs. Je les explique rapidement. D'abord, le biais de négativité. Celui-là, on le trimballe avec nous depuis très très longtemps. Hein. Il y a une époque où nous n'étions pas là, mais quand l'homme ou la femme sortait de la caverne, ils n'étaient pas du tout sûrs d'y rentrer le soir. Et donc, ils étaient en alerte permanente. Le danger était permanent et ils avaient une capacité très fine d'attention à tous les événements ou les signaux négatifs. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. On a gardé ça. Même si nous sommes sûrs de rentrer chez nous le soir après le boulot, enfin en tout cas majoritairement, on a gardé ça. Donc, dans toute situation un peu nouvelle, on a ce biais de négativité. Derrière ce biais de négativité, on a un autre biais qui est le biais émotionnel. Celui-là, il est redoutable. C'est celui qui est en train de tuer notre civilisation, pour moi, le biais émotionnel. J'en parle beaucoup dans mon 3e livre qui s'appelle « Connard malgré nous ».
Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Et ce biais émotionnel, pour que vous compreniez bien, je vais vous raconter une petite histoire. Ça n'a rien de professionnel, mais vous allez comprendre. Imaginez que vous ayez une espèce de pulsion de retour à la nature. Vous voyez ? Et vous dites, super, ce week-end, je vais aller faire du camping sauvage. Vous voilà parti avec votre guitoune et vous plantez votre guitoune dans une forêt. Élément important, 3 jours plus tôt, vous avez regardé sur Arte un documentaire sur la réintroduction des loups dans les campagnes françaises. La nuit tombe et vous commencez à entendre des bruits. Un ululement, un craquement de branches. Et là, vous vous rappelez, vous voyez, votre système là commence à se mettre en branle, un souvenir. Vous vous rappelez de cette émission que vous avez vue à la télé. Le craquement ressemble à un grognement. La peur commence à s'installer. Et vous êtes persuadé que le danger est là. Votre peur a fabriqué le danger. Un biais émotionnel, c'est quoi ? C'est le fait de confondre ce que je ressens avec la réalité. Donc là, vous avez tellement la pétoche que vous pliez la guitoune et vous allez dormir dans votre voiture. Vous n'allez pas le raconter aux copains parce que vous avez vraiment l'air d'un couillon, hein. Mais voilà ce qui va se passer. Y a-t-il un loup ? Non. Juste une petite statistique, 92% des dangers que nous passons notre temps à imaginer n'arriveront jamais. Et moi, j'adore cette statistique parce que des fois, quand je raconte cette statistique dans mes conférences, il y en a qui lèvent le doigt et disent « Ouais, mais il y a 8% des cas où on est en danger. » Oh là là. Donc ça, c'est le biais émotionnel. Et le biais émotionnel, donc ouais, je confonds ce que je ressens avec la réalité. Derrière, il y a le biais de confirmation. Alors celui-là, moi, c'est mon préféré. Hein. Perso, je l'adore. J'en suis victime très très souvent. Hein. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. On vit très proches tous les deux. Le biais de confirmation, je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Imaginez, vous devez acheter une nouvelle bagnole. Alors, vous pouvez aller sur ChatGPT, faire un prompt qui va bien, avec toutes les caractéristiques que vous souhaitez, et voir ce que ChatGPT vous dit. Vous pouvez faire ça, ou moi je le fais un peu à l'ancienne, hein, et je regarde les journaux de bagnole, je compare, je vais dans les concessions, je touche un peu, j'aime bien. Voilà. Puis à un moment donné, ChatGPT ou expérience perso, je fais un choix. B. B est la voiture que je veux acheter. Je sors dans la rue, il y a plein de voitures B. Plein de gens circulent avec la voiture B. Y en a-t-il plus ? Non, il y en aura une de plus quand j'aurai acheté la mienne, mais il n'y en a pas plus. C'est le biais de confirmation, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez une croyance, une certitude, une conviction, une valeur très fortement ancrée, votre cerveau va sélectionner de manière totalement inconsciente l'ensemble des informations qui vous confirment dans l'idée que votre croyance est la bonne. On appelle ça aussi en psychologie sociale les préalables perceptifs sélectifs. Donc vous voyez, si j'ai un biais émotionnel qui me fait confondre la réalité avec ce que je ressens, une fois que je suis convaincu que ce que je ressens est la réalité, alors je vais voir dans mon environnement tout ce qui me conforte dans l'idée que j'ai raison d'avoir peur. Biais de confirmation. Et ce qui est redoutable, c'était très intéressant ce que tu as montré avec tous les magazines sur l'IA, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans un relais, par exemple, et tu vois IA. Ouh. Déjà que tu as un peu la frousse, tu t'en vas, hein. Tu n'en achètes pas un. Hein. Tu dis, ben voilà, il y a l'invasion de l'IA. Donc c'est le biais de confirmation, et on continue, parce qu'une fois que j'ai le biais de confirmation, là, je suis dans l'inquiétude. Hein. Je rentre dans le biais de statu quo. Alors celui-là, il est fantastique, le biais de statu quo. Ça consiste, et on en est tous victimes, hein. On préfère maintenir les choses en l'état, c'est-à-dire finalement minimiser les risques d'échec, puisque si je ne fais rien, ben, je ne prends pas de risque. Donc l'échec est peu probable, puisque je ne fais rien, ou plus exactement, je fais ce que j'ai toujours fait, que je maîtrise. Et je préfère ça plutôt que de tenter une chose nouvelle, c'est-à-dire de prendre un risque pour gagner. Et puis on finit, biais d'omission. Considérer que commettre une erreur par une action est pire que de commettre une erreur par l'inaction. Et là, on ne fait plus rien, on est dans l'inertie totale. Hein, et ça, on connaît tous, hein, le côté ah non, mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien touché, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, donc cette spirale des 3 I, ce
processus neurocognitif qui inhibe la volonté d'action. Elle est particulièrement à l'œuvre dans les transformations et elle explique en partie une forme d'inaction, voire de résistance. Parce qu'en fait, le changement et la transformation, c'est un truc merveilleux parce que c'est à la fois le frein et le moteur de la performance. Changer, c'est se donner les moyens d'être plus efficace, d'être plus performant. Et d'ailleurs, vous voyez la courbe, la courbe de la performance. Vous avez un niveau de performance sur le temps, mais c'est en même temps quelque chose qui freine. Et dans les deux courbes, vous avez une courbe sans changement, c'est-à-dire que par apprentissage, je suis dans une organisation, j'ai toujours fonctionné comme ça, voilà, ça fonctionne bien. Et puis à un moment donné, on arrive à une asymptote et on perd en performance. Pourquoi? On ne perd pas en performance parce qu'on est moins bon. Hein. On perd en performance parce que l'environnement externe s'est modifié. La réglementation est devenue plus complexe. Le nombre de dossiers qu'on a à traiter est plus important, surtout après le Covid. Et donc là, l'environnement a changé. Et donc, nos manières de faire n'arrivent plus à avoir le bon niveau de performance. Et donc, je vais avoir une performance qui est en baisse. Si j'introduis un changement, vous allez voir, je vais perdre en performance. C'est ça qui est redoutable. Et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que je vais retrouver un niveau de performance qui sera au-dessus, largement au-dessus, que si je n'avais rien fait. Sauf que très souvent, on va se focaliser sur cette période où c'est pire qu'avant. Et cette baisse de performance, elle est liée à deux choses. Elle est liée à la résistance, que je viens de vous expliquer au travers de ce processus, et à l'apprentissage. Il y a une phase d'apprentissage dans toute nouvelle chose. Personne n'est capable, en claquant des doigts, de faire différemment, de manière totalement professionnelle, une chose nouvelle. Ça va? Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Dites-moi, parce que sinon j'ai deux, trois histoires drôles à raconter. Alors je continue. Je vois qu'il y a encore quelques lumières qui sont allumées au-dessus des têtes. Et je vais rallumer les 2-3 qui sont éteintes. Alors ça, c'est un truc qui a l'air très, très compliqué, mais c'est très simple. La performance, particulièrement dans un contexte de changement, c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est l'engagement. Donc, c'est l'engagement, l'intensité que je mets dans ce que je fais. Et l'autre, bien évidemment, c'est la compétence. Et il faut les deux. On a tous dans nos équipes des gens qui sont très engagés, pas toujours compétents. Donc c'est à ceux qui ont dit, oh là, écoute, laisse. Tes collègues vont faire, vous voyez. Et puis on a des gens qui sont très compétents, mais on aimerait qu'ils soient un peu plus engagés, vous voyez. Et on voit bien que c'est la conjonction de ces deux facteurs qui fait la performance. Je ne vais pas vous parler de compétences, mais moi j'ai bien retenu ce qui a été dit précédemment, c'est garder votre expertise métier. Elle est vachement importante. Et je vais même plus loin. Je dis souvent un truc qui est un peu à l'encontre de tout ce que je me dis. Un bon manager doit être un super expert métier. Un bon manager doit être un super expert métier. Il ne doit pas être qu'un super expert métier, mais il doit être un super expert métier. Pourquoi? Parce que l'autorité que je reconnais dans mon chef, surtout avec les jeunes générations, n'est pas du tout liée au nombre de barrettes qu'il a sur les épaules. Je m'en fous. Elle est liée à son autorité. L'autorité, c'est pas ce que l'institution lui donne. C'est celle que moi, je lui reconnais. Si je te reconnais de l'autorité, tu as de l'autorité. Si je ne te reconnais pas d'autorité, tu n'en as pas. Comment je fais pour reconnaître l'autorité? Est-ce que la personne qui est en face de moi, et on va revenir à la définition même, à l'étymologie du mot autorité, m'élève? Le verbe, OGO, élever. Ça veut dire, est-ce qu'il m'apprend des choses? Est-ce qu'il me fait progresser? Et pour me faire progresser et m'apprendre des choses, il faut qu'il connaisse un tout petit peu le métier que je suis en train de faire. Donc, cet engagement en période de changement, il est lié à deux drivers qui sont liés à deux systèmes de pensée. Le système 2, la pensée rationnelle, qui génère ce qu'on appelle la motivation. Ça fonctionne comment? C'est très simple. Je fais un effort. Si, en contrepartie de cet effort, j'ai une récompense objective, proportionnée. J'ai des motifs d'action.
C'est étymologiquement motivation, c'est avoir des motifs d'action. Si maintenant je fais un effort et la récompense est en deçà de l'effort, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ceci. Vous avez vu une différence? Non, j'ai levé le pied. Regardez, il est là. Je continue à courir dans les couloirs. Je suis très... Je t'envoie ça à zap, mais je vais rééquilibrer. Et là, c'est donc bien mon système 2, la pensée très rationnelle, qui en permanence se dit effort-gain, effort-gain. J'équilibre l'effort et le gain. Si l'effort ne produit pas de gain, je ramène l'effort au niveau du gain. Si le gain est au-dessus de l'effort, je me dis pour continuer à avoir ce gain, poursuivons nos efforts. C'est ce qui explique que moi, je n'arrive pas à perdre du poids. Je commence le sport, il ne se passe rien. Donc j'arrête. Effort, pas de gain. C'est la motivation. Et dans les motivations, il y a quoi? La responsabilité qu'on me donne, pour certains, l'intérêt du travail que je fais, la progression que j'ai en termes de perspective, le pognon, toujours. Tout ça, ce sont des récompenses objectives. Mais il y a un autre driver qui est lié à notre système 1, qui était le sujet de mon premier bouquin, qui s'appelait L'envie, une stratégie quand l'enthousiasme stimule la performance, qui est lié à nos états émotionnels, donc à notre système 1. Et c'est très simple. Je fais quelque chose. Si cette action va générer en retour une émotion positive, et je dis bien positive, alors ça va entretenir mon envie. Les émotions sont l'oxygène de l'envie. Et l'envie, c'est quoi? C'est cette énergie qu'on a, cette volonté qu'on a de faire les choses. Et donc, vous voyez, comme la transformation fait peur, pour les raisons que j'ai évoquées, biais de négativité, biais émotionnel, biais de confirmation, ça génère plutôt des émotions négatives. Les émotions négatives enlèvent mon envie et l'envie va venir ne plus alimenter mon engagement. Donc je ne travaille plus que sur un seul moteur, sans parler du fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde ne cherche pas de responsabilité et tout le monde ne cherche pas à avoir un travail plus intéressant. Donc même les sujets de motivation peuvent s'abaisser. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais Google nous l'avait dit. Google, c'est tout. Il nous l'avait dit parce qu'en 2016 ou 2018, Google a fait une étude qui s'appelle l'étude Aristote. Alors l'étude Aristote, moi j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une mauvaise pour vous. J'ai plus de compteur, j'ai plus de timer. Donc ça veut dire que je suis complètement free là. Vous voyez, je suis en freestyle total. Donc pour vous, ça risque d'être long. Moi, c'est un pur kiff d'être là. Donc, pardon? Oui, mais je la vois pas d'ici. Et donc, du coup, à vous dire des bêtises, j'ai perdu le fil. Donc, Google nous l'avait dit, Google a fait une étude, il s'est posé une question très simple. Il s'est posé la question suivante, qu'est-ce qui fait la performance d'une équipe dans un monde en transformation? La question est simple. La réponse, et vous allez voir, très simple aussi. Ils ont étudié 200 équipes dans le monde. En Asie, aux Amériques, en Europe. Au passage, ça neutralise le facteur culturel. Ils ont pris les 200 équipes les plus performantes d'un point de vue objectif, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs qui étaient effectivement la qualité du service rendu au client, le niveau de production, etc., etc. Ils ont dépêché une équipe de chercheurs qui les ont observés pendant quelques temps. Et cette équipe était une équipe d'Harvard qui était dirigée par le professeur Edmondson. Et ils ont découvert les 5 facteurs qui font la performance d'une équipe dans un monde en transformation. Alors, on ne va pas se mentir, il y en a 4, il ne fallait pas s'emmerder à faire une étude aussi compliquée, c'était écrit dans tous les bons livres de management, mais ça confirmait. Et le premier facteur, c'est le psychological safety. Le psychological safety, le fait que les membres de l'équipe se sentent en sécurité face à d'éventuels risques et que le fait d'être vulnérable devant leurs collègues ne leur pose pas de problème. C'est ça le psychological safety. Que moi je traduis ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas craindre les échecs, ne pas se sentir vulnérable en cas de difficulté. Est-ce que je vais me faire vilipendé par mon chef? Est-ce que mes collègues vont me montrer du doigt en me disant « Ouh !» Vous voyez? Et vous comprenez bien pourquoi
le changement de métier, en tout cas d'activité, le fait que je sois en interaction, va venir perturber ce psychological safety. Ce psychological safety, dans mon premier bouquin, c'est ce que moi j'avais appelé le climat émotionnel positif. Je vais vous dire 2-3 choses sur les émotions, parce qu'il faut comprendre comment ça marche si on veut pouvoir agir un tant soit peu dessus. 100, à votre avis, à quoi correspond le chiffre de 100 ? 100, c'est le nombre d'émotions que nous éprouvons en moyenne chaque jour. En moyenne. Il y a des journées où c'est... Oui. Ça veut dire que moi, par exemple, je me suis levé ce matin, j'étais un peu dans le bleu, nuit courte, je me suis fait un café, j'ai renversé le café, un petit coup d'énervement, puis ensuite j'ai commandé un taxi, en plus je me suis trompé d'adresse, je suis parti place Saint-Pierre, donc là, crainte d'arriver en retard, ouais, j'ai commencé à accumuler les émotions négatives. Et là je me suis dit, garçon, je m'appelle garçon de temps en temps, hein, garçon, si tu ne te repolarises pas positivement, ta journée va être toute pourrie. Parce que vous le savez, hein, quand ça démarre comme ça, biais émotionnel, biais de confirmation, vous allez enchaîner et ça va être de pire en pire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pensé à vous. Je me suis dit, super, je vais avoir une salle avec des gens hyper sympas, souriants. Hop, ça m'a réorienté positivement. Donc 100 émotions par jour. Alors il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire dans la vie. Hein. 15 minutes, non, j'en ai au moins pour 30 là. Mais alors je vais vous dire un truc. Quand vous en avez marre, vous pouvez sortir. Hein. Moi, il y a un café, machin, allez-y. Et puis ceux qui ont envie de rester avec moi, on reste, et puis voilà. 30 minutes la joie, 1 heure l'irritation, 24 heures la colère, 2 jours la tristesse, au-delà de 2 jours, c'est la dépression. Hein. Voilà, une centaine d'émotions par jour. 4, à votre avis, ça correspond à quoi ? C'est le nombre d'émotions, hein. Dites fondamentales. Alors certains courants de pensée travaillent avec 6 émotions, hein. Peur, colère, tristesse, joie, et d'autres ajoutent surprise et dégoût. Et donc vous voyez autour de ces émotions, la crainte et l'effroi, ce sont toujours de la peur. La crainte d'arriver en terre, où je suis effrayé par l'arrivée de l'IA massive dans l'entreprise, c'est toujours de la peur. Ce qui est intéressant, c'est que les individus qui évoluent dans un climat émotionnel positif, productivité supérieure de 30%, hein, il y a 3 facteurs qui font votre santé. 3. Le premier, c'est votre capital génétique. On a bonne ou mauvaise pioche. Le deuxième, c'est votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous bouffez ? Est-ce que vous picolez ? Est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous vivez dans un environnement stressant ou pollué, etc., etc. Moi, perso, j'adore la bonne bouffe, je picole, et malgré 3 opérations du cœur, je continue à fumer. Mais je suis sauvé par le 3e critère qui est votre état émotionnel positif. Si votre balance émotionnelle est positive, alors c'est un facteur qui fait votre longévité. Et d'ailleurs, plus je grossis, plus je suis obligé d'être heureux. Ce que je raconte à ma femme, hein, donc pour l'instant, elle me laisse picoler, bouffer, mais bon. Voilà, 2 fois plus collaboratif, bien évidemment, 3 fois plus inventif, et divise par 2 le niveau de résistance au changement. Et donc, vous me voyez venir. Un des sujets pour faire que le changement soit accepté, c'est de travailler sur les émotions. C'est d'autant plus important qu'il y a ceci. Je ne sais pas si vous connaissez ceci. Neurone miroir. Alors, neurone miroir, on la connaît beaucoup dans les processus d'apprentissage. Moi, j'ai une petite fille de 9 ans et demi maintenant. Souvent, je rentre le soir, elle a un petit téléphone en plastique rouge collé à l'oreille et elle marche de long en large dans le salon en hurlant. Vous voyez, c'est ma femme. Elle est dans la reproduction. Je sais, madame, cette blague est sexiste, mais c'est vrai. Donc, du coup, vous voyez, c'est... Et donc, cette neurone qu'on connaît bien dans les processus d'apprentissage, elle est aussi à l'œuvre dans ce qu'on appelle l'empathie. Alors, il y a un sujet pour lequel aujourd'hui, l'IA est très, très, très en dessous de l'IH. C'est l'empathie. L'IA n'a pas d'empathie. J'ai lu un article dernièrement d'un chercheur, j'ai oublié son nom, qui disait bon, l'IA, mais les algos, tout ça, c'est juste de la statistique sous stéroïdes. J'aime beaucoup cette définition. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette neurone, elle nous permet effectivement d'éprouver ou de faire éprouver aux autres nos états émotionnels. Il vous est tous arrivé peut-être de rencontrer des gens et de dire « Waouh, on a discuté 15 minutes, on a eu le feeling ». Mais le feeling, ce n'est pas la main de Dieu. Hein.
Feeling, c'est votre neurone miroir qui a fonctionné à Donf. La manière de s'exprimer de la personne, sa gestuelle, ce qu'elle dégage, son optimisme, vous allez le ressentir au travers de cette neurone miroir et vous allez ressentir son émotion. Et vous comprenez tout de suite pourquoi le voice box ne permettra jamais, jamais de calmer un usager graineux. Jamais. Pire, après avoir passé 3 minutes avec mon voice box, je suis 3 fois plus graineux que je ne l'étais avant. On a eu tous cette expérience. Il y en a même qui ont laissé leur ordinateur, ils ont fini avec le marteau tout à l'heure. Et donc ça, c'est la neurone miroir qui est à la base de l'empathie. Bon, vous m'écoutez depuis un peu plus que 23 minutes, depuis exactement... J'ai commencé à quelle heure? 11h45 ? Ouais, 46, ouais, je suis très en retard alors effectivement. Ça, c'est un slide qui me dit si je suis en retard. Donc, certains s'emmerdent. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas. Moi, je ne veux pas vous prendre du temps de cerveau disponible. Donc, voilà, vous faites autre chose. Certains s'impatientent quand est-ce qu'on commence. Je vous assure, on est au cœur du sujet. Certains s'agacent. Mais c'est quoi ces conneries sur les émotions? Certains, j'ose espérer, prennent un peu du plaisir. Ce n'est pas du tout ça qui est important. C'est 23, ou plus exactement 45 minutes. Ça fait 45 minutes que je vous cause. Et là, c'est très intéressant. Quand je vous dis ça fait 45 minutes, certains disent à peine. Déjà? Vous voyez? Alors on est bien d'accord pour se dire que 60 secondes, c'est 1 minute. Le temps est bien une donnée objective, qui est la même pour tout le monde. Nous avons une appréciation de cette donnée objective différente en fonction de nos états émotionnels. J'ai donc une grande nouvelle à vous annoncer. Le réel n'existe pas. Il n'y a que des réalités qui sont d'abord appréhendées avec un filtre émotionnel. Puis comme je vous le dis, notre système 1, il est beaucoup plus rapide que notre système 2. Et des fois, on se remet en système 2 pour réfléchir, puis des fois, on ne se remet jamais en système 2 pour réfléchir, et on reste sur nos états émotionnels. Merci docteur, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vous invite à la lecture de 4 excellents ouvrages en vente dans toutes les bonnes librairies. Alors je peux faire de la pub parce que tous mes droits d'auteur sont reversés à des associations caritatives. Voilà. Alors, je vais accélérer, je vais passer en revue 4-5 principes, je vais en enlever quelques-uns, sinon vraiment, au bout d'un moment, ma voix sera couverte par le bruit de vos estomacs. Personne ne construit le futur avec les réflexes du passé. C'est un truisme, ça, hein, mais c'est ce que nous faisons. J'ai développé un modèle tout bête, tout couillon, qui est le modèle des 3 tiers. Au travail, vous comme moi avons 3 types de comportements. Les comportements de reproduction habituels, les automatismes. J'imagine que le matin, quand vous arrivez au boulot, vous avez à peu près toujours le même trajet. Vous faites à peu près toujours les mêmes choses. Et on a besoin de ces comportements parce qu'ils laissent notre cerveau au repos. Hein, d'accord? Notre système 1. Un tiers. On a des comportements contraints. On a des obligations, des règles à respecter, des lois à appliquer, des consignes de sécurité. On ne peut pas y déroger. Un tiers. Et un tiers de comportements nouveaux. Comportement nouveau, c'est des choses simples. Hein. Je fais différemment, je prends une décision un peu plus risquée, voilà, un tiers. Lorsque nous sommes face à un nouveau défi, à un changement, une rupture technologique, telle que l'introduction de l'IA, en fait, pour réussir ces transformations, il faudrait que cette structure des comportements change. Toujours un tiers de comportements contraints, 60%, et 60% de comportements d'innovation. Parce qu'on ne peut pas, en faisant toujours la même chose, arriver à produire quelque chose de différent. Sauf que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui est à droite. On va au contraire se recentrer sur les comportements de reproduction. Pourquoi? Règle simple. Quand je suis face à l'incertitude, je crains. Donc, j'ai besoin de me réassurer. Qu'est-ce qui me réassure? Ce que je maîtrise. Donc, je vais me reconcentrer sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire ce que j'ai toujours fait. On va faire un exercice de programmation pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Imaginez, alors, hop, ah zut, voilà. 16, alors ceux qui trouvent la solution, la garde pour eux, 16 06 68 88 X 98, quel est le numéro de la place de parking de cette voiture électrique? 16 06 68 88 X 98. Au moment où je dis ça, une grande partie d'entre vous est en train d'utiliser les 4 opérations pour essayer de trouver une suite logique à ces nombres. Vous êtes programmés.
Vous êtes donc dans la reproduction. Mais si vous faites ça, vous ne trouverez jamais la solution. La solution est très simple, elle est sous vos yeux. Je retourne l'image, 86, 87, 88, 89, 90, 91. J'ai fait ce pas de côté qui fait que je vais regarder la situation différemment pour ne pas être dans cette reproduction. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons plus qu'elles deviennent difficiles. Je vais vous raconter une histoire, je vais perdre la moitié de la salle. J'avais 13 ans, vous vous rappelez, j'ai 60 ans. J'avais 13 ans, c'était une boum. À mon époque, les booms, on mangeait du pépito et on buvait du tang. Alors les booms, on écoutait du 45 tours sur des manches-disques. Alors les boules haut de gamme, il y avait une boule à facettes et on mettait les chaises comme ça dans la salle à manger et on fermait les rideaux au cas où. Arrivent les Zlov. Alors les Zlov, c'est une danse qui ne doit plus exister. Ah, slow, on dit. Mais j'ai très mauvais en anglais. C'est pour ça que je n'ai pas fait de carrière internationale. Il y a des gens qui parlent couramment l'anglais. Moi, je le parle en courant. Donc quand je parle, je suis tellement essoufflé, les gens ne me comprennent pas. Et donc, les slow, ouais, c'est un truc où on tournait comme ça et on essayait de pécho, quoi. Arrivent les Zlov, et là, cette main invisible, on la connaît tous, qui me prend l'estomac, je suis assis, impossible de me lever. Impossible de me lever. Un petit jeune, boutonneux comme moi, se lève et emballe la jeune fille. Fin d'un rêve. 30 ans plus tard, chez le psy, je suis un peu long à la détente, je raconte cette histoire-là à mon psy. Il me dit, mais attendez, monsieur Bas, vous vous levez. Ça ne marche pas. En langage déconné, vous prenez un râteau. Vous allez vous rasseoir. Vous allez pouvoir tranquillement manger vos pépitos et boire votre tang sans boule à l'estomac. C'est très bon pour la digestion. Voir en toute situation la dimension positive ou apprentissage. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que j'apprends de ce truc-là? Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Il y a un truc magique. Dans 80% des situations, vous allez en tirer quelque chose de positif ou un apprentissage. Et il rajoute ce truc extraordinaire. Il me dit, mais en plus, si vous vous levez en début de boom et que ça ne marche pas, vous pouvez réorienter votre recherche. Parce qu'il me dit, rappelez-vous les fois où vous vous êtes levé à 5 minutes de la fin et ça ne marche pas. C'est panique, hein? Là, je parle surtout aux garçons. Hein. On est là, on a même des comportements qui font que pendant 10 booms, après, on n'est plus invité. Hein. Et ça, cette main qui me retient, ou cette y aller, c'est un truc très simple. Mike Horn nous l'explique très bien. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Donc, si vous attendez 100% des réponses à l'IA, sur l'éthique, sur les données, sur les usages, sur que sais-je, qui sont des vraies questions, hein. Mais si vous attendez d'avoir 100% des réponses pour partir, vous ne partirez jamais. Et c'est couillon, parce que le train, lui, il file. Et donc, rappelez-vous cette histoire, hein, et la prochaine fois que vous sentez une boule au ventre, levez-vous et marchez. Ça fait un peu prophétique, mon truc, levez-vous et marchez. Quand les difficultés s'amoncellent, restons concentrés sur l'essentiel. Notre cerveau a aussi une caractéristique, c'est qu'on confond, on se pose une très mauvaise question. Souvent, on se dit, qu'est-ce que je risque? On risque toujours quelque chose, d'accord? Toujours quelque chose. Vous voulez vivre une vie sans risque? J'ai la solution. Mourrez. Moi, perso, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est combien je risque vraiment? Vous connaissez tous cette échelle de la douleur, hein, de 0 à 10, combien tu as mal. C'est la même chose pour le risque. Si je me pose la question, combien je risque vraiment, professionnellement, mais dans la grande majorité des situations, je suis entre 0 et 3. Parce que le risque majeur, c'est quoi? Perdre son boulot. Voilà. Et quoi d'autre? Et perdre son boulot. Et puis quoi d'autre? Et perdre son boulot, ou tomber malade, et perdre son boulot. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de risque. Moi, je faisais beaucoup ça avec mes équipes. Dès que je sentais qu'il y avait un peu d'inquiétude sur un sujet, hop, 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 réunissons, hop là, qu'est-ce qu'on risque? Ah non,
Combien on risque vraiment? On code tous. Et là, c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, on débranche le système 1 et on rebranche le système 2. Et puis, il y a un truc qui est redoutable, c'est la rumination. On a tout ça, hein, on confond deux trucs. On confond ce qui nous préoccupe et ce qui doit nous occuper. Mais si vous vivez avec en tête ce qui vous préoccupe, vous ne vivez pas. Et il faut accepter. L'acceptation, c'est quoi? C'est un truc très simple. Imaginez qu'il pleuve. Vous pouvez vous dire « Ah, j'aime pas la pluie, j'aurais voulu qu'il ne pleuve pas, ma journée serait plus belle s'il ne pleuvait pas, ma journée est foutie, il pleut toujours, c'est faux, biais de confirmation, tous les jours c'est comme ça, etc. etc. » Il pleut, on passe à autre chose. Avez-vous le pouvoir d'agir sur la pluie? Non. Donc, à quoi ça sert de vous prendre le chou avec la pluie? On peut faire la liste de tout ce qui me préoccupe. Hein. L'IA va aggraver les inégalités professionnelles. Je ne vais pas arriver à l'utiliser. Je risque de perdre mon emploi. C'est une technologie dangereuse pour la démocratie. Un jour, les machines finiront par prendre le pouvoir. Je vais devoir changer de métier. L'IA risque de déshumaniser les relations. Là-dedans, choisissez les deux trucs sur lesquels vous pouvez agir. Il n'y en a que deux hein, sur lesquels vous pouvez vraiment agir. Choisissez derrière celui sur lequel vous considérez que vous allez avoir le plus d'impact. Et vous savez quoi? Agissez. Agissez, agissez, agissez. Je ne vais pas arriver à l'utiliser. Agissez. Allez tripatouiller ChatGPT. Allez essayer de regarder comment fonctionne Copilot. Allez regarder des trucs. Et vous vous trompez. Et c'est pas grave. Allez voir, il y a des tutoriels qui sont super bien faits. Trucs. Agissez sur le fait que vous maîtrisez cet outil. Parce qu'il y a un truc très simple, c'est que plus je pense à ce qui me perturbe, moins j'agis. Plus j'agis, moins je pense à ce qui me perturbe. Il y a un autre sujet dans ces périodes de transformation, et là je parle à tous ceux qui ont des fonctions de management ou de direction, c'est notre capacité à prendre des décisions. La prise de décision, dans notre cerveau, c'est des zones différentes qui sont activées, mais il y a deux phases. Il y a une phase dite d'opportunité et une phase de faisabilité. Une décision, c'est A, B ou C, hein, ou AB, oui, non, c'est une décision. La première phase, c'est la phase d'opportunité. C'est notre système 2 qui va faire une analyse très objective de la situation pour savoir quelle est la meilleure des décisions. On passe notre temps à faire ça. Et vous dites, ouais, il faut faire A. Et puis, au moment où vous dites A, vous projetez A dans son application. Et là, vous vous dites, oh putain, ça va être un bordel. Mais les gens ne vont pas aimer ça. Ils ne vont pas accepter. Oh, ça va faire peur, là. Ça va nous foutre un bordel dans le boulot. Vous voyez le cheminement, là, de l'application? Et donc, vous allez dire, non, mais finalement, on ne va pas faire A, on va faire A'. Une espèce de compromis entre A et B, vous voyez? C'est ce que j'appelle la demi-décision qui génère immanquablement du bordel au carré. Immanquablement. Et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans votre cerveau, au niveau du limbique, il y a l'amygdale, qui est la petite glande qui produit nos états émotionnels, hein, et il y a l'hippocampe, qui est la zone mémoire. Ça veut dire que souvenirs et émotions sont très liés. D'ailleurs, si je vous posais la question, citez-moi 3 souvenirs marquants de votre vie, très lointains, vous apercevez que ces 3 souvenirs sont tous liés à des émotions fortes dans votre vie. Ça veut dire que le bordel au carré, vous allez vous en souvenir. Vous l'avez pris en pleine pomme. Et donc, la fois d'après, le système est cumulatif. Hein. Vous allez prendre un tiers de décision qui va générer un bordel au cube. Et au bout d'un moment, je ne prends plus de décision. En période de transformation, il faut être courageux dans la décision. Il faut être convaincu que ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. Pour 2 raisons. Hein. On ne peut convaincre personne en n'étant pas soi-même convaincu. Et l'autre, c'est que si vous êtes convaincu que votre décision est la bonne, au bout d'un moment, tout le monde est convaincu que votre décision est la bonne. Et il se passe un truc magique. Hein. C'est quand vous faites un truc avec conviction, vous avez 2 fois plus de chances de le réussir. Cette demi-décision est liée à ce que j'appelle la théorie du triple con. Alors, la théorie du triple con, c'est une théorie que j'ai inventée, qui est très simple. La peur de la confrontation, soit à l'autre, soit au réel. Elle nous fait fabriquer de mauvais compromis. Bon, je sais, il y a une faute d'orthographe, mais sinon ça ne faisait pas 3 cons. Hein. De mauvais compromis, et l'arrangement, qui crée de vraies confusions.
Je crois que les réunions les pires, par exemple, dans les organismes, c'est les réunions où tout le monde sort content. Vous savez, on a pris une solution, alors on va mettre de l'IA, oui, mais alors, oui, mais ça, il faut. Oui, mais alors, attention, l'éthique, alors, ok. Oui, mais alors attendez, la technologie, ok. Oui, mais ça, on ne peut pas faire parce que les agents ne sont pas prêts. Ah oui, d'accord. Ça, oui, non, mais là, il faut y aller mollo parce que pour commencer petit, ok. Ouais, on prend tous les trucs, là, et on espèce de faire une réponse à tout ce que les gens veulent. Et on a une espèce de gloubi-boulga de compromis qui fait que cette solution, quand on va la mettre en œuvre, elle a de très fortes chances d'exploser en vol. Parce qu'elle va être confrontée à un truc qui est redoutable, ça s'appelle le principe de réalité. Voyez, donc, théorie du triple con. Sortir de sa zone de confort, je ne veux pas le faire, ça, j'ai pas le temps. Tant pis. Voilà, c'était pas mal, ça, sur le droit à l'erreur. PDC, on s'en fout. Ça, je ne le fais pas non plus. C'est con parce que putain, c'était bien, c'était super. Ça, c'est un truc qui m'a rendu célèbre. Ouais, utiliser les énoncés performatifs. Il y a un truc aussi qu'il faut que vous ayez en tête, c'est la manière dont vous dites les choses multiplie les chances qu'elles aient d'advenir. C'est ce qu'on appelle les énoncés performatifs. C'est Austin hein, qui a mis ça en exergue. Si je vous dis, je vais essayer de gagner. Moi, j'ai un pote qui est tennisman. Il s'appelle Jacques Le Perdant. Très bon joueur de tennis, il n'a jamais rien gagné. Et alors Jacques, il me dit un jour, Olivier, est-ce que tu ne pourrais pas me coacher? Je dis OK. On arrive sur le court et alors Jacques, il avait un rituel extraordinaire. Il arrivait juste avant d'entrer sur le court, il prenait sa raquette comme ça. Je vais essayer de gagner, je vais essayer de gagner. Mais dire essayer, c'est se préparer mentalement à l'échec. Dis, je vais réussir, ou au moins dis, je vais tout faire pour réussir. Si tu ne mets pas un peu de volonté dans ce que tu dis, comment tu veux que les gens te suivent? Et c'est un truc redoutable parce que comment fonctionne notre cerveau? Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant, à quoi pensez-vous? À un éléphant. Notre cerveau fonctionne de la manière suivante. Il s'imagine la chose et ensuite il essaye de sortir la chose quand il y a une négation. Ouais, je lis, la Société Générale n'est pas en danger. Je dis, oh putain, ça va mal à la Société Générale. Ne soyez pas inquiets, il n'y a pas de souci. Ah, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Nous avons des problèmes, c'est pas mal, ce n'est pas difficile. Mais attendez, ne soyez pas inquiets, soyez confiants, il n'y a pas de souci, tout va bien. Nous avons des problèmes, nous cherchons des solutions, c'est pas mal, c'est bien. Le pire, c'est pas mal. Il y a plein de gens, on a l'impression que ça leur arracherait la gueule de dire c'est bien. C'est pas mal. Alors il y a ceux qui disent aussi c'est plutôt pas mal. Ça, c'est le... ce n'est pas difficile, c'est facile. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences sur un cerveau de tout ce que j'appelle ces mots barbelés qui nous renvoient à des notions négatives. On est les champions du monde en France. Hein. La langue, quand vous étudiez la langue française, elle est beaucoup construite sur des formules négatives. Beaucoup plus que l'anglais, par exemple. Les exercices de formulation, c'est quoi les énoncés performatifs? Donc ça, c'est un petit exercice un peu couillon, mais c'est pour que vous compreniez. Si j'arrive devant mes équipes et je leur dis, bah alors voilà, il y a l'IA qui arrive, il faut qu'on introduise l'IA dans nos manières de faire, et je vais vous expliquer le défi auquel nous sommes confrontés si nous n'utilisons pas l'IA. Est-ce que ça donne envie d'agir? Moyen, hein. Si je vais les voir, je dis, bah, écoutez, voilà, on va introduire l'IA et voilà ce que nous devons entreprendre. C'est déjà mieux, mais je ne suis que dans l'intention. Qu'est-ce qu'il faut que je dise si je veux, un tant soit peu, donner du cœur à l'ouvrage? Pardon? Encore mieux qu'obtenir. Un verbe encore plus puissant qu'obtenir. Réussir. Voilà ce que nous allons réussir. Et après, je vous explique pourquoi on va le réussir. Si je vous dis, ben non, ne soyez pas inquiets, cette transformation est difficile, mais vous allez l'affronter pour essayer de la maîtriser avant la fin de la phrase, il n'y a plus personne dans la salle. Ben ouais, soyons confiants, nous allons y arriver, nous avons déjà réussi de tels challenges. Je finirai finalement avec pas tant de retard que ça, avec le principe numéro 6, que j'aime tout particulièrement. Activons la fierté de participer à un projet utile. On va faire un test de visualisation. Vous voyez ces figures? Je vous demande, à votre avis, parmi les deux groupes de figures qui sont en bas, quel est le groupe de figures qui ressemble le plus au groupe de figures qui est en haut? D'accord? Vous gardez la solution pour vous. Et maintenant, je vais vous parler de la gazelle. Parce que c'est la gazelle qui va expliquer la réponse. Quand la gazelle va au point d'eau se désaltérer, la gazelle est en danger.
elle sait que c'est là qu'elle a le plus de chances de se faire choper par le prédateur qui va la bouffer. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en vigilance accrue et elle resserre la focale, très attentive au moindre bruit de chaque côté, très attentive au bruissement de l'eau devant. La même gazelle pendant la saison des amours. Elle ouvre très large sa focale et elle voit très loin devant. Si vous avez choisi le groupe de figures en bas à droite, vous êtes la gazelle au point d'eau. Parce que ce que vous avez vu dans la figure, ce n'est pas la forme générale de la figure, mais les éléments qui composent la figure. Si vous avez choisi les triangles, vous êtes la gazelle pendant la saison des amours. Ce ne sont pas les sous-figures qui vous ont attiré votre attention, mais la figure générale. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous feriez le même exercice dans une semaine, imaginons que vous ne le connaissiez pas, la réponse pourrait être tout à fait différente, puisqu'elle dépend de quoi? Vous l'avez compris, de votre humeur. Puisque resserrer la focale, c'est la crainte. Ouvrir la focale, c'est cette dimension qui est beaucoup plus positive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans une transformation. Une transformation, c'est comme un tunnel. On a deux façons de regarder ce tunnel. Si je suis en balance émotionnelle négative, voilà ce que je vais regarder. Vous voyez tous ces points d'attention? Je vais regarder les points de détail, les trucs qui ne marchent pas, les petits emmerdements, les cailloux dans la chaussure. C'est ça que je vais voir. Et c'est tout ça qui va me conforter dans l'idée que vraiment, ce tunnel, je n'ai pas envie d'y aller. Si maintenant, je suis dans un état d'esprit positif, alors ce que je vais regarder, c'est la lumière au bout du tunnel. Et la lumière au bout du tunnel, c'est quoi? C'est un truc très simple. C'est les tailleurs de pierre. Vous connaissez certainement cette histoire des tailleurs de pierre. Elle est très simple. 3 tailleurs de pierre. Vous allez voir le premier tailleur de pierre, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il regarde, je grain. Vous allez voir le deuxième tailleur de pierre, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de tailler une pierre. Et au troisième tailleur de pierre, auquel on pose la même question, il répond, moi, je suis en train de construire un pont. Ce que ne raconte pas cette histoire, c'est que lorsque la machine à tailler les pierres est arrivée sur le chantier, elle a été bourrée d'IA d'ailleurs, cette machine. Celui qui pensait qu'il tapait sur un burin n'a plus de métier. Celui qui pensait qu'il taillait des pierres n'a plus de métier. Celui qui savait qu'il construisait un pont conduit la machine. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes des tailleurs de pierre qui tapaient sur un burin, qui taillaient des pierres ou qui construisaient des ponts? Moi, je crois que vous agissez au quotidien au service d'une protection sociale, durable et solidaire. En proximité, vous accompagnez les entreprises, les salariés, les usagers, les ayants droit de manière équitable et fiable et vous contribuez à la pérennité du modèle social français. Ainsi, vous contribuez à la santé, à la protection et à la retraite des citoyens en toute solidarité. C'est ça votre job. Donc, vous construisez des ponts. Donc, je n'ai aucun doute, vous allez être ceux qui vont conduire la machine. Merci beaucoup. Grand merci, Olivier. Alors, n'oubliez pas, ne partez pas en courant tout de suite. C'est le moment de la photo de famille. Voilà, parce que la cousinade, moi, je ne sais pas si j'en fais partie, mais progressivement, je me rapproche. C'est une famille ouverte. Donc, photo ici avec tout le monde, hein, les intervenants, debout. Je suis les consignes. Et puis, on la reprend dehors dans la cour aussi pour avoir deux beaux moments. Vous voulez vous lever, en fait, ce sera plus dynamique. On la fait debout. On se rapproche, c'est ça? Ouais, tout le monde. C'est déjà fait, c'est tout? Alors, dans la cour aussi,